Salut tout le monde, bienvenue à ce troisième vidéo sur le jeu Land and Freedom publié par Blue Panther en 2023. Dans ce vidéo, je vais vous parler de ce que j'ai aimé dans le jeu. Tout d'abord, il faut rendre à César ce qui appartient à César au niveau du thème et du flavor. Il y a une énorme recherche historique qui a été faite. Toutes les cartes ont soit une photo historique là, ou un petit extrait là, que j'aime beaucoup au niveau du art style, là, mais souvent un petit extrait comme genre d'un poster de propagande ou d'un pamphlet quelconque qui a été distribué à l'époque. J'aime beaucoup ce art style-là aussi. Puis les photos historiques, c'est très cool également. Avec énormément de flavor, pas juste une petite phrase, là, mais le flavor prend une place de choix sur la carte. Si vous aimez, comme moi, la richesse historique, vous servir du jeu comme un prétexte pour apprendre ce qui s'est passé dans cette partie du monde-là, à ce moment-là, ben, le jeu fait une très bonne job de vous renseigner là-dessus. Je préfère ça personnellement à, mettons, une dizaine de pages dans un playbook. Là, ça, je trouve ça un peu aride. Moi, j'aime quand l'information est intégrée à même le jeu. J'aime quand, par exemple, je suis en train de patienter parce qu'il y a un des joueurs qui est allé aux toilettes. Ben là, je vais lire le flavor en dessous des cartes. Ou même des fois, là, je vais ouvrir le jeu ou je vais aller dans Vassal puis je vais checker les cartes. Puis je vais surtout, j'aime surtout voir le lien entre les mécaniques du jeu, dans ce cas-là, les fronts qui vont avancer, le test puis les impacts négatifs là, de la carte de fasciste, puis le flavor qui décrit exactement qu'est-ce qui s'est passé. Puis si je vois un lien fort entre ce flavor-là et ces mécaniques-là, pour moi, c'est un designer qui a vraiment fait très bien fait son travail. C'est pas banal la quantité de cartes, là, je répète, il y a 3 decks de 16 cartes fascistes, fait que donc 48 cartes fascistes au total, puis il y a 3 decks de 18 cartes de joueurs. Fait qu'il y a 54 cartes de joueurs au total. Fait que 54 plus 48, là, vous avez là, plus d'une centaine de cartes là, qui ont toutes ce traitement-là, là, comme je vous montrais. Là, même les cartes de joueurs sont faites comme ça. Fait que le flavor puis la recherche historique, c'est une chose. Le design graphique, pour moi, est une autre force. C'est un jeu qui est beau, c'est un jeu qui a de la gueule, il est quand même clean. Il n'est pas trop chargé visuellement. Là. Le board est quand même relativement épuré. Là. Mais je trouve aussi là, qu'au niveau du graphisme, là, c'est un jeu qui est très beau. Puis ça, évidemment, c'est jamais mauvais. Là. L'autre point positif, puis là c'est fucké parce que c'est à la fois pour moi un point négatif et un point positif. Fait que je vous ai parlé comme point négatif que en play by email, ça vaut pas de la merde parce qu'il y a beaucoup trop d'interactions entre les trois joueurs, puis c'est à peu près impossible là, à moins de se donner rendez-vous. Mais là à ce moment-là, c'est plus du jeu en différé, là, ça se trouve être du jeu en ligne en direct. Mais bref, la même chose qui fait qu'en play by email, ça fonctionne pas euh, me pousse, je ne l'ai pas fait, me pousse à essayer ce jeu-là en face à face. Avec deux autres joueurs qui aiment s'obstiner puis qui aiment discuter. Parce que ça, c'est l'autre affaire. Là. Je veux pas jouer à ce jeu-là avec des joueurs qui sont pressés puis de dire ah, let's go, on avance, là, comme je parlais dans mon dernier vidéo. Mais des joueurs qui aiment ça, on révèle la carte fasciste, on fait le bad stuff, on fait les conséquences négatives de la carte, puis là après ça, bon ben qu'est-ce qu'on fait? Fait qu'avec des gens comme moi qui ont une personnalité semblable à la mienne, qui aiment beaucoup s'obstiner, négocier, s'accuser, tu sais, puis rentrer dans le rôle quasiment, là, tu sais, puis de voir comment les autres vont réagir, là, ben pour moi, le jeu est quasiment un prétexte pour ça. Si vous faites juste jouer au jeu mécaniquement, probablement qu'en 1 heure, c'est fini, là. Puis on met ça dans la boîte, puis on dit c'était ordinaire. Mais je pense que l'heure de plus qu'on pourrait prendre à jaser de tout ça, à faire un espèce de plan, à coopérer jusqu'à un certain point, assez, mais pas trop, je pense qu'elle est là, la richesse de ce jeu-là. Là. Puis juste pour ça, j'ai hâte de l'essayer, puis j'ai hâte de voir en face à face. Je vais lui donner définitivement sa chance en face à face parce que je pense que je vais triper, moi, sur ce bout-là. Là de discussion autour de la table. En autant que j'ai des joueurs là, avec qui c'est clair que, écoute, si on veut réussir à battre ce jeu-là, quand même, il va falloir coopérer jusqu'à un certain point. Puis ça se fait via de la planification, là, puis du donnant-donnant, comme on dit en bon québécois. Mais tu sais, je vais faire un compromis ici, mais à la prochaine carte, tu me dois telle chose, tu sais. Fait que moi, j'adore faire ça, là. Fait que, il y a la partie justement là, planification, puis la partie exécution du plan. Ben moi, je vais vraiment triper, je pense, dans la partie planification.
dans ce jeu-là. La mécanique de tableau, même si somme toute elle est éphémère, officiellement, il y a pas de limite sur le nombre de cartes dans votre tableau pendant une année. Mais quand vous allez arriver à la fin de la première année, votre tableau va être chopé à une carte maximum. Quand vous allez arriver à la fin de la deuxième année, votre tableau va être chopé à deux cartes maximum. Puis à la fin de la troisième année, le jeu se termine. Fait que c'est pas un jeu là, où on bâtit un tableau là, au fil de la game. Le tableau est quand même éphémère, mais n'empêche, vous pourriez vous retrouver dans une situation comme ça, où vous avez trois cartes dans votre tableau, puis là, vous regardez les cartes que vous avez en main, puis si le fameux bonus de morale est à on, ben, je trouve qu'il y a des décisions quand même intéressantes. Là. Quelle carte je vais jouer? Puis là, je regarde les icônes de cette carte-là, puis je suis capable de voir, par exemple, que si je décide de jouer cette carte-là, ben j'ai 2 points que je peux consacrer à quelque chose. Puis après ça, je pourrais prendre, par exemple, l'icône de collectivisation, puis venir monter la collectivisation de 3, là. 1 pour l'icône qui est ici, plus 2 pour les icônes que j'ai dans mon tableau. Fait que ça, c'est le genre d'affaires, éventuellement, vers la fin d'une année particulièrement, qui vont vous permettre d'être à la fois euh, altruiste et égoïste. Fait que je pourrais prendre mes 2 points pour aller me battre sur un front, mais je pourrais prendre après ça les icônes dans mon tableau pour augmenter la collectivisation. Fait que là, si je suis l'anarchiste, évidemment, je contribue à mon bien-être, mais en même temps, je contribue au bien-être collectif. Fait que ça, c'est intéressant, mais comme je dis, c'est pas un jeu où vous allez vous retrouver avec un super tableau de la mort, parce que vraiment, à une fréquence régulière, là, le jeu s'assure que le tableau ne tombe pas hors contrôle. Mais quand même, ici j'ai des décisions intéressantes. Si je joue cette carte-là, ben, je pourrais piger 4 cartes. Quand même, là, si j'utilise cette icône-là, là, je pourrais piger 4 cartes. Fait que, il y a des décisions très intéressantes. Puis des fois, vous allez jouer une carte de votre main, puis vous allez dire, ah, Chris, je veux absolument, je sais pas, augmenter, je veux absolument descendre le Soviet Support pour une raison X, Y, Z, mais je n'ai pas d'autre icône de Soviet Support ici, mais quand même, je vais juste utiliser celui qui est sur ma carte, puis c'est correct, pareil. Je trouve la mécanique de tableau quand même relativement intéressante, encore là, quand le bonus de morale est à on. Mais j'ai gardé le meilleur pour la fin. Je suis toujours extrêmement intrigué par la fameuse mécanique du Bag of Glory, là. Le sac de gloire, je dois dire. Là, ça, c'est le designer qui parle. Là. Je trouve cette mécanique-là extrêmement intrigante. Fait qu'au début de la game, chaque joueur met un jeton dans ce fameux sac-là et qu'à la fin de chaque tour, le joueur qui a l'initiative vient rajouter un jeton là-dedans. Fait qu'évidemment, c'est pas overwhelming au point qu'on en oublie combien il y a de jetons. Il y a même des joueurs qui vont se rappeler très bien de dire, ah mon Chris, t'as 6 jetons, moi j'en ai rien que 2, puis lui il en a 3, tu sais. On s'en rappelle quand même suffisamment, mais il y a de l'incertitude. Tu sais, à la fin de chaque année, comme à la fin de l'an 1, tu sais, puis il y a un beau build-up. À la fin de l'an 1, on en pige un. C'est arrivé dans ma game, tu sais, imaginez un scénario où est-ce que je sais pas, le modéré a 4 jetons dans le bag, l'anarchiste en a 2, puis le communiste en a 2. Ben, il y a 50% de chances que ce soit un jeton du modéré qui sorte, parce que c'est lui qui en a le plus. Il y en a 4 sur 8, mais il y a 50% de chances que ce soit celui d'un autre joueur. Puis comme de fait, dans la game que j'ai joué, oups, ça a été un jeton du communiste qui a sorti. Fait que c'est pas pire, mais là, le communiste se retrouve avec un seul jeton dans le bag. Alors là, il y a une petite avance, mais c'est très éphémère, tu sais. Fait que, puis là, s'il rajoute pas de jetons dans le bag, éventuellement, là, cette chance-là pourra pas toujours arriver. Là, ces faibles probabilités-là pourront pas toujours arriver. Puis là, tu arrives à l'an 2, puis t'en tires 2. Puis tu arrives à l'an 3, puis t'en tires 5. Puis, fait au final, là, si on compte tout ça ici, là, il y a 9 jetons au total qui vont être tirés, puis on est 3 joueurs. Fait que je serais même pas surpris qu'il arrive des games où est-ce que c'est 3 à 3 à 3. Fait que là, c'est qui va avoir l'initiative à la fin complètement de la game pour venir départager ça. Euh, je trouve ça franchement intriguant comparé à une piste de points de victoire. Fait qu'imaginez un designer peut-être un petit peu plus paresseux qui aurait juste mis une piste de points de victoire puis qui aurait dit bon ben le joueur qui a l'initiative à la fin de chaque tour, il score un point de victoire, puis s'il a l'initiative à la fin de l'année, il score un point de victoire de plus. Là, tu te retrouves avec une banale traque de points de victoire au vu et au su de tous, où est-ce qu'on est capable vraiment de voir qui est le leader clairement, puis de s'assurer d'y nuire.
ben là, il va toujours y avoir un petit peu d'incertitude. Même si vous vous rappelez combien il y a de tokens dans le bag, l'important, c'est ceux qui sont tirés du bag. À la fin de la game, ce qui reste dans la poche donne rien à personne. Fait que même la personne qui a une majorité de jetons dans la poche, si elle n'a pas été chanceuse, ben, coudonc, tant pis, c'est peut-être pas elle finalement qui est leader. Fait qu'imaginez dans le scénario que le communiste pige un autre de ces trucs ici, puis que l'anarchiste pige quelque chose, ben là, Calis, même si le modéré a le plus de jetons dans la poche, il n'a pas été chanceux, puis ça donne une année de plus aux anarchistes puis aux communistes pour venir mettre des jetons dans la poche, puis peut-être que le modéré ne réussira jamais à en sortir. Fait que je trouve ça vraiment euh, brillant, intéressant. Et il y en a qui vont être il y en a que ça va mettre dans tous leurs états, là, cette mécanique-là, là, parce qu'il y a des joueurs qui aiment les affaires beaucoup plus déterministes, là, de dire, ah, si, là, j'ai travaillé fort, puis je mérite mon affaire, puis comment ça que tous mes efforts là, peuvent être ruinés par la moindre pige d'un jeton. Ben, moi, j'aime ce chaos-là dans les jeux, puis j'aime ces incertitudes-là que ça vient créer. J'en ai pas parlé quand j'ai fait la revue des règles, mais le Final Bid qui est ici, là, juste avant le dernier tour de l'an 3, là, le dernier tour du jeu, les joueurs peuvent choisir là, jusqu'à 3 cartes de leur main en secret. Puis là, après ça, on les révèle. Puis là, dans le fond, on va juste regarder la valeur de ces cartes-là, la valeur cumulée de ces cartes-là. Fait que si moi, par exemple, comme anarchiste, j'avais pris ces 3 cartes-là, ben ma valeur cumulée, là, je regarde juste les hops en haut à gauche, là, c'est 5. Et le joueur qui a la plus haute valeur va venir colisser directement un de ces tokens ici. Alors, c'est le seul token des 9 qui ne transite pas par le sac. Je vais venir crisser un de mes tokens ici. Même si j'ai 0 token dans le sac, je vais venir mettre un de mes tokens ici. Là. OK? Puis là, ça vient avantager les joueurs parce que là, quand on arrive comme ça en fin de parcours, ben peut-être on a un dilemme entre jouer nos grosses cartes pour améliorer notre position sur le board, puis aller chercher l'initiative peut-être, puis même empêcher la défaite collective, ou de garder ces grosses cartes-là pour la fameuse final bid. Parce qu'imaginez quelqu'un qui est amanché ici, comme ça, qui a brûlé beaucoup de ses cartes, ou peu importe, ou qui n'a pas beaucoup de choix, ben là, il va se dire, Chris, je peux pas jouer parce que là, il reste un tour à jouer, là. Fait que si je joue mes 3 cartes, ben j'ai rien. J'ai rien à choisir pour mon truc. Ou tu sais, si je joue mes cartes les plus fortes, ben ma dernière action, par exemple, ça va être avec une carte boboche qui vaut juste 1. Fait que très intéressant. Tous les autres jetons sont pigés systématiquement du bag, à l'exception de cette fameuse Final Bid-là, qui vient récompenser peut-être un joueur qui a été économe au long de la game, puis qui reste des grosses cartes, puis qui va venir chercher la possibilité là, d'aller mettre un de ses jetons directement là. Mais n'empêche, il reste la fameuse pige finale à la fin de la troisième année de 5 jetons, où là, vraiment, tout peut arriver. Fait que je pense vraiment que les joueurs restent au bout de leur siège. Puis pour moi, c'est une très belle façon, quand je parlais d'éviter le piège du jeu semi-coop, c'est une très belle façon où même un joueur qui n'a que 3 jetons dans le sac, là, ben, Calis, c'est peut-être tes 3 jetons qui vont être tirés ici, sait-on jamais. Ok, il va toujours avoir un petit pourcentage, au lieu que ce soit là encore là, le très mécanique, puis de dire ah, c'est sûr que le communiste a plus de chance parce qu'il y a 2 points de victoire, puis les modérés en ont 6. Là, c'est pas comme ça. Ces points de victoire-là, c'est des points de victoire potentiels qui sont dans un sac de gloire, et sait-on jamais quels marqueurs vont être tirés. On a déjà vu des affaires folles probablement arriver dans ce jeu-là de par le monde déjà. Là. Puis moi, je trouve ça très intéressant. C'est la mécanique comme designer qui me parle le plus, puis qui est venu me chercher le plus. Fait qu'est-ce que je le recommande? Ouais. Disons que ça a le saut d'approbation. Ouais. Je veux définitivement y rejouer en face à face. Je pense qu'en face à face, ça va être intéressant. Je pense que c'est pas assez long pour qu'on ait l'impression de perdre notre temps. Je ne jouerai pas à ça pendant une journée complète. Mais dans un gros game day, là, dans une convention typique, là, où est-ce qu'on joue là, de 9 h le matin à minuit le soir, là, est-ce que je passerais 2 heures deux précieuses heures de ma vie à jouer à ça? Ben, you bet. Oui, je le ferais. Ne serait-ce qu'avec avec les bons partenaires de jeu, que ça dérange pas là, d'avoir des discussions animées autour de la table. Là. Définitivement que je le ferai. Puis comme je dis, si ça vaut le détour, ne serait-ce que pour les autres points positifs que j'ai parlé,
le flavor historique, le art style, la mécanique intrigante du Bag of Glory, puis les tableaux où à un moment donné on se rend compte, ah, Chris, avec les tableaux puis les points de héros, j'ai quand même quelques décisions à prendre. Alors voilà, Land and Freedom, ce n'est pas un coup de cœur nécessairement, mais ce n'est pas un total navet non plus. Si vous avez aimé le traitement que j'ai fait de ce jeu-là, n'hésitez pas à regarder les autres playlists sur la chaîne. Merci, à plus.